Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités. François Gomis, qui est docteur en sciences politiques. Raphaël Elono, qui est écrivain, et notre éditorialiste Alfred Tiango. Place à présent au Bénin, où un non-lieu a été rendu ce 15 mai dans l'affaire PPEA2 du nom du programme triennal d'accès à l'eau potable financé par la coopération hollandaise. En 2015, un audit diligenté par les Pays-Bas avait révélé une fraude de 2,6 milliards de francs CFA. L'affaire avait conduit à la démission du ministre de l'énergie de l'époque, Barthélémy Cassa. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Commentaire Marcel Farba. Au Bénin, le non-lieu prononcé par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Cotonou dans le dossier PPEA2, programme pluriannuel du secteur de l'eau et de l'assainissement, continue de faire des vagues au sein de l'opinion publique. C'est le mardi 16 mai 2017 qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue dans l'affaire de détournement présumé de plus de 3 milliards de francs CFA de l'aide des Pays-Bas destinée à un programme d'assainissement. Plusieurs enquêtes avaient été ouvertes dans ce dossier de malversation. L'enquête a entre autres impliqué le ministre de l'Énergie et de l'Eau au moment des faits, Barthélémy Cassa, et 12 responsables des ministères intervenus dans le processus de gestion des fonds et des opérateurs économiques. Nous sommes indignés, on ne peut pas ne pas avoir l'issue correcte de ce dossier-là. Je suis indigné avec mes collaborateurs, avec beaucoup de population. Ce non-lieu conforte davantage tous ceux qui ont un doute sur l'appareil judiciaire, mais nous accable davantage, accable le Bénin et faire reculer le Bénin sur les chantiers de la reddition de comptes. Fractionnement de marchés publics, abus de fonction, complicité d'abus de fonction et de détournement de deniers publics sont entre autres les charges retenues dans l'enquête pénale. 2 ans après l'ouverture des enquêtes, le ministre de l'Énergie et de l'Eau d'alors, Barthélémy Cassa, élu par la suite député et devenu un soutien au président Patrice Talon, n'est pas poursuivi, ni entendu et encore moins jugé. Une demande de levée de son immunité parlementaire le 4 août 2015 avait rencontré l'opposition de la majorité des parlementaires. Si le gouvernement veut montrer sa bonne foi et veut montrer qu'il n'est pas impliqué dans ce qui est arrivé aujourd'hui dans ce non-lieu-là, il faudrait que le gouvernement fasse appel. Instruise le parquet pour que appel soit fait dans ce dossier contre ce non-lieu qui a été rendu dans ce dossier politiquement sensible. Pour de nombreux experts, ce non-lieu induit une disculpation des personnes impliquées et la fin des poursuites, toute chose qui pour eux constitue un blocage à l'identification des coupables. Monsieur Elono, vous comprenez, vous, ce sentiment, ce vif débat qui a été créé en non-lieu au Bénin, malgré une décision quand même de justice? Oui, vous savez, la justice chez nous vaut ce qu'elle vaut. Si des personnalités respectables comme ça s'indignent, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Vous savez, ne nous voilons pas la face, nous sommes des Africains et entre nous, comme on dit chez nous, 2 fantômes ne peuvent jamais jouer au cache-cache. C'est clair. Donc, la justice chez nous, parfois, elle est lamentable. Ça confirme le doute sur l'appareil judiciaire sur l'appareil judiciaire. Or, l'appareil judiciaire devrait être la colonne vertébrale d'un État, d'un pays. On devrait avoir confiance en la justice. Quand déjà des gens détournent des sous parce qu'ils ont peut-être des relations proches ou indirectes avec le pouvoir en place, alors que pour un citoyen lambda qui a piqué un beignet, il se retrouve en prison. Là, ça ne... Mais là, pénalement, il n'y a pas de responsabilité, d'après toujours la justice, car ils ont agi sous le commandement d'une autorité légitime. Ah oui, là, ça ne change strictement rien. Ça confirme simplement que quand on est puissant, on n'est pas poursuivi. Et donc, ça confirme cette idée d'impunité qui est accordée aux grands. Donc à ceux qui sont au pouvoir. Et ça discrédite la justice, finalement. Et je pense que, comme dit Salami, le juriste béninois, le gouvernement doit faire appel pour quand même que justice soit rendue réellement. Si après instruction et puis après procès, il est avéré que les personnes qui sont inculpées, pour le moment, ils sont présumés innocents, comme on dit. Si, au bout du procès, justement, ils sont disculpés, à ce moment-là, ben oui, on s'inclinera devant la décision. Mais tout le monde sait, comme le proverbe rappelé par Elono, que 2 fantômes, n'est-ce pas, ne peuvent pas jouer à cache-cache. Évidemment, là, on voit qu'il y a une sorte de... La justice doit être indépendante. Malheureusement, chez nous, en Afrique,
elle est trop subordonnée au pouvoir politique en place. Monsieur Gomis, vous partagez ce point de vue. Qu'est-ce qui se passe avec cet J'aimerais appareil un peu judiciaire nuancer béninois les points de vue exprimés par mes aînés. À partir du moment où le problème de l'indépendance de la justice se pose avec quasiment la même acuité dans tous les pays du monde. On a vu ici un candidat à la présidence tirer à boulet rouge sur la justice de son pays. Pourtant, la France est considérée comme un État de droit majeur. Donc, en ce qui concerne le cas du Bénin, je peux comprendre qu'il y ait un sentiment d'injustice. Il y a la justice et puis il y a le sentiment sur la justice. Mais je ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour pouvoir me prononcer de manière catégorique. Donc, pour éviter de faire un jugement de valeur, je préférerais attendre la suite. D'autant, comme l'a rappelé M. Tchango, c'est que le parquet a la possibilité d'interjeter appel. Mais quand on voit que le pays est quand même classé 95e sur les 176 pays de Transparency International, est-ce que ça ne confirme pas un problème au niveau de la transparence et de la corruption dans le pays? Tout à fait, Diarra, il y a un dysfonctionnement. Si on se remettait un peu en arrière, on verrait avec quelle célérité la même justice a, suite aux pressions du pouvoir, condamné à Javon. Parce que, après avoir été piégé pratiquement. Et donc, cette même justice qui l'a condamné, aujourd'hui, disculpe sans jugement. Après 2 ans, j'allais dire, d'instruction, moi, ça me pose problème quand même. Allez-y, j'allais dire, le problème, c'est que nos systèmes judiciaires sont la copie conforme quasiment du système pénal français. Donc, aussi longtemps qu'on ne coupera pas le cordon ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice, on peut être exposé à ces Donc, une piste de solution pour un petit peu aller dans le sens de la justice. Il faut que la justice soit un pouvoir et non une autorité. Qu'elle ne soit pas sous, disons, la tutelle du ministre de la Justice qui dépend de l'exécutif. On va à présent parler d'une première où un Africain a pris effectivement la tête de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'une des plus importantes institutions du système onusien. Mardi 23 mai à Genève, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ancien ministre éthiopien de la Santé, puis des Affaires étrangères, a été élu à ce poste. Il remplacera à partir du 1er juillet une Chinoise, Margaret Chan, qui a effectué 2 mandats. On a plus de précisions tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. Mardi 23 mai 2017, une date historique pour la diplomatie africaine. L'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été élu directeur général de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ainsi, Tedros Adhanom est le premier Africain à la tête de cette organisation. À 52 ans, le nouveau directeur général de l'OMS prend son élection à la hauteur de la mission qui l'attend. Je n'oublierai jamais les gens que nous servons, car tout ce que nous faisons, c'est pour eux. Cependant, ces personnes ne sont pas ici à Genève pour écouter nos discours. Elles souffrent de maladies évitables que nous devons combattre par des soins de santé efficaces. Tedros Adhanom Ghebreyesus a été ministre de la Santé dans son pays entre 2005 et 2012, puis ministre des Affaires étrangères jusqu'en 2016. Ce biologiste de formation a aussi une riche carrière internationale. Il a notamment présidé le conseil d'administration du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme pendant 4 ans. Sa candidature a été portée par l'Union africaine et les pays africains. Ensemble, nous allons sauver des vies et améliorer la santé de nos frères et sœurs les plus vulnérables. C'est mon engagement le plus solennel envers vous. Tedros Adhanom Ghebreyesus est diplômé des universités d'Asmara en Érythrée, de Londres et de Nottingham en Angleterre. Il a fréquenté les laboratoires du ministère de la Santé où il s'est illustré dans la recherche contre le paludisme. Cette expérience lui servira plus tard à intégrer la présidence du partenariat Rollback Malaria entre 2007 et 2009 et du conseil de coordination du programme ONU-SIDA de 2009 à 2010. Tedros Adhanom remplace la chinoise Margaret Chan à la tête de l'OMS dans un contexte sanitaire marqué par la résurgence du virus Ebola qui a tué 11 000 personnes entre 2013 et 2016. Cependant, son principal chantier reste le programme de renforcement du système d'urgence sanitaire mondial. Alfred, l'Éthiopie et l'Afrique finalement viennent de gagner une victoire diplomatique historique. J'ai envie de dire tout simplement enfin.
Oui, à ce niveau-là, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu Kofi Annan aux Nations Unies, donc on est un peu dans cette continuité-là, et c'est une très bonne chose que Ghebreyesus soit élu directeur de l'OMS. Mais et puisqu'il a été au cœur du système de santé international mondial et qu'il continue, je pense qu'il faut, ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est de soutenir, de créer des laboratoires de recherche en Afrique. Parce que nous sommes trop dépendants. Voilà, exactement. Nous sommes trop dépendants des laboratoires étrangers qui possèdent toutes les molécules. Et ça fait quoi? Ça fait que, ben oui, l'Afrique, pour avoir accès aux médicaments les plus importants, est obligée de passer par les fourches codines de ces laboratoires. Pour le paludisme, le sida, etc., ça, ce sont des choses qui devraient être faites déjà en Afrique même. Et donc, il faut des laboratoires, soutenir les chercheurs africains. Il y en a des très très grandes qualités qui sont obligés d'ailleurs d'émigrer, de travailler ailleurs parce que sur place il n'y a pas des laboratoires. Monsieur Gomis, vous pensez, vous, que Monsieur Ghebreyesus permettra de porter un nouveau regard sur toutes ces maladies qui sont en Afrique? On peut l'espérer parce que c'est un homme d'expérience. Je rappelle quand même qu'il a été ministre de la Santé de 2005 à 2012 dans son pays et qu'il a réussi quand même à créer près de 3000 centres et 16 000 postes de santé. Et en plus de cela, il a initié la formation de quelques 38 000 agents sanitaires dans son pays. D'ailleurs, ces résultats, à la tête de ce ministère, a permis à l'Éthiopie d'atteindre un des objectifs du millénaire pour le développement. Donc un bon bilan qui augure de bonnes choses à la suite de son... Oui, on peut l'espérer. Donc, notamment, comme l'a rappelé M. Tchango, surtout dans le domaine du paludisme. Parce que quand même, on parle beaucoup du sida, de Ebola, mais le palud tue beaucoup plus que ces autres maladies en Afrique. Donc espérons qu'il mettra au cœur de son projet ce fléau. Monsieur Elono, c'est donc le premier directeur africain de l'OMS. Il est également le premier à ne pas être médecin. Que dire de son profil, d'après vous? Moi, son profil m'enchante beaucoup et en tant qu'Africain, je suis très très heureux d'apprendre cela. Et en plus, il porte un nom prémonitoire, Jésus, ça veut dire Jésus. Et son discours est vraiment christique quand on l'écoute. Et l'Éthiopie nous a toujours démontré quelque chose d'assez particulier. Heureusement qu'il n'est pas monté au ciel. Ah oui. On lui souhaite longue vie. Parce que l'Éthiopie, vous savez, c'est la première terre de christianisme avant l'Europe. Au lieu d'adopter le latin comme langue liturgique, et ils ont adopté le gaze. Donc, ils ont toujours montré le chemin. Et je pense que ce monsieur, j'ai confiance, je sais qu'il va faire quelque chose, beaucoup de choses pour l'Afrique. Juste pour conclure, mais il semblerait qu'il y a eu quand même quelques aspects négatifs autour de son élection. Il y a eu des Éthiopiens qui ont mené une campagne à son encontre, justement, parce qu'il l'accusait d'avoir été complice dans la répression des Homoros qui a eu lieu l'année dernière dans le pays. Est-ce que finalement, dans son pays, les Éthiopiens sont contents de cette nomination? Ils sont partagés entre les Tigréens et les Oromos qui se disent avoir été victimes justement de la répression quand il était ministre. Lui, il nie d'ailleurs, voilà. Et il a été aussi accusé d'avoir dissimulé 3 épidémies de choléra quand il était ministre de la Santé. Ce qui a nié Addis Abeba. Oui, exactement. Donc, c'est aussi intéressant qu'il y ait quand même une opinion différente et divergente sur cette nomination, ce qui pourrait, pour les autres, les amener aussi à changer leur regard sur les politiques publiques quand on est aux responsabilités. Merci pour ces précisions. L'émission se termine. Merci à vous, François Gomis, pour avoir participé à cette émission. Merci. Vous êtes, rappelons-le, docteur en sciences politiques. Merci bien. Merci également à Raphaël Elono, qui lui est écrivain. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation et je tiens à embrasser celle qui fait battre mon muscle cardiaque jusqu'à ce jour, Madame Cécile Elono, mes 2 princesses, Chelsea Maïva, mon petit prince Matisse et le révérend Simon-Pierre Ngomo, qui est à Lyon.
Gabon. Je les embrasse tous. On salue tout le monde, nous également. À tous les Africains aussi. Tous les Africains, bien entendu. Et merci enfin à notre éditorialiste Alfred. Je confirme le ravissement d'avoir été avec vous ce soir autour de ce plateau. Au plaisir, plaisir partagé, Alfred. Et merci bien entendu à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité se poursuit.